Je parle souvent du rôle du spectateur dans une histoire. Le rôle du spectateur, monsieur? Ouais. Qu'on veuille l'admettre ou non, celui qui consomme l'histoire joue aussi un rôle dans cette histoire. Jusqu'à ce que Christopher Nolan et Michael Caine ne s'expriment sur le sujet, la fin d'Inception était encore libre d'interprétation. J'étais libre de penser que la toupie tombe ou non. Et en fonction de mon interprétation, la fin n'était pas tout à fait la même. Tu me suis? Je vous talonne, monsieur. En sortant de la projection de Joker en 2019, je dois admettre que je n'ai pas trop su quoi penser ou quoi ressentir de ce que j'avais vu. Il y a un truc qui me dérangeait et je n'ai pas su dire quoi jusqu'à ce que je prenne un tout petit peu de recul. Je crois que ce qui m'a perturbé, c'est toute la compassion que j'ai pu ressentir pour Arthur Fleck, alors même que je savais pertinemment qu'il allait devenir le Joker. Et si c'est vraiment ça, qu'est-ce que ça dit d'une histoire qui est construite en sachant que le spectateur n'attend qu'une chose, voir la victime se transformer en vilain? Parce qu'on va parler français, hein. S'il y a bien un moment carrément jouissif dans ce film, c'est celui où Arthur Fleck, la Vicose, devient le très charismatique et très déséquilibré Joker. T'as peut-être vu le film, mais est-ce que tu l'as bien regardé? Reste bien jusqu'à la fin, on te révèle l'easter egg caché dans le film qui concerne aussi Joker Folia 2, qui sort en octobre prochain. Tu voudras quand même pas rater ça. Allez, Liv, c'est retipart. Balance-nous le générique, qu'on regarde ça de plus près. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence l'expérience Joker par une sensation très inattendue d'empathie pour Arthur Fleck. Il se fait malmener dès les premières minutes du film de façon totalement gratuite. Et si t'as un minimum de compassion pour un autre être humain en difficulté, ça a dû créer quelque chose en toi, comme ça en a créé en moi. Et encore une fois, ça m'a dérangé, bordel. Parce qu'on regarde l'histoire d'un gars qui va devenir le criminel ultime capable de faire du sale. On sait que peu importe les ennemis et les obstacles qu'il va rencontrer, peu importe les épreuves qu'il va endurer, il va devenir ce criminel. You thought we could be decent men in an indecent time. Ce qui est dur à encaisser et qui va à l'encontre de notre morale, c'est qu'il est, je pense, très difficile, voire impossible, de ne pas ressentir cette compassion. Si je peux me permettre, monsieur, les plus tatillons diraient qu'à ce stade du film, il s'agit d'Arthur Fleck et pas encore du Joker. La transition n'est pas faite. Peut-être que cette empathie ne devrait donc pas vous culpabiliser outre mesure. Ok, je prends l'argument. Mais j'aimerais que tu me dises à quel moment exactement je dois arrêter l'empathie pour Arthur Fleck. Là? À ce moment-là, peut-être. Oula. À chacun de ces moments, Arthur n'est pas encore le Joker. Pourtant, on sait bien que c'est mal ce qu'il fait. Parce qu'on pourrait effectivement se dire, plus il part en couille, plus il se rapproche du super vilain iconique, et plus je me désolidarise de son comportement au fur et à mesure de sa transition. Bah non, ce n'est pas aussi simple. À cause du pourquoi il fait tout ce qu'il fait. À cause de toute la souffrance qu'il endure. Il nous tient enchaînés à tout ce qu'il peut traverser de difficile tout au long de l'histoire. C'est une sorte de syndrome de Stockholm totalement fucked up qu'on ne voit même pas venir. Ce qui est tout aussi fucked up, c'est que juste après la scène du passage à tabac qui provoque notre empathie, tu as la scène de l'assistante sociale où il rit de façon presque forcée. Tu commences à te dire que c'est très gênant et que le gars n'est pas net quand boum! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Mais quoi? Or is it getting crazier out there? C'est toi qui dis ça, frérot? On sait que son rire vient de son déséquilibre, et pourtant on se prend cet élan de lucidité sur l'état de la société en pleine tronche. En 2 scènes, coup sur coup, on comprend que Joker, c'est en fait une suite de montagnes russes qui servent à nous déstabiliser. Et c'est grâce à l'alternance constante de folie et de lucidité de sa part et d'empathie de la nôtre. C'est parce que c'est un travail d'équipe, à l'écran et derrière l'écran. Il nous rend complices, ce bâtard. Tant et si bien que même lorsqu'il y a de la violence et des comportements border qui s'ajoutent à ce cocktail, tu ne sens pas la différence. C'est dilué avec tout le reste. D'ailleurs, tu remarqueras que ce n'est pas la folie qui le rend dangereux, c'est sa lucidité. Sa folie le rend imprévisible alors que sa lucidité le rend dangereux et effrayant. You don't listen, do you? I don't think you ever really hear me. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. But you don't listen
anyway? La vérité, c'est que si dans cette scène, il s'était jeté sur elle pour lui écraser la clope dans la bouche en riant à poumons déployés, ça n'aurait choqué personne. Du coup, la question n'est plus de se demander ce que ça raconte sur lui, mais ce que ça raconte sur nous, les téléspectateurs. L'autre paradoxe tient du fait que même si Arthur n'est pas objectif avec lui-même et ses troubles mentaux, How does someone wind up in here? Have they all the people committed crimes? Well, yeah, some have. You know, some are just crazy, pose dangers to themselves and others. Some just got nowhere else to go. Don't know what to do, you know? il a un regard très juste sur la société. Tout simplement parce qu'il est à la meilleure place pour se rendre compte que quelque chose ne va pas avec le système. I don't know why everyone is so rude. I don't know why you are. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth. Maybe a hug, Dad. How about just a little bit of fucking decency? What is it with you people? You say that stuff to my mother? Il en est la victime tout du long. C'est un système qui se moque de lui, le brutalise, lui ment, et qui lui dit quoi ressentir et comment. I was wondering if you could ask the doctor to increase my medication. Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. Et c'est à celui qui reçoit les coups de dire à quel point ça fait mal. S'il est aussi lucide sur la société, c'est aussi grâce à l'objectif qui le tient debout tout au long du film. Devenir comédien, devenir humoriste. Et quel est le propre d'un humoriste finalement ? C'est d'observer la société pour la décrire et éventuellement critiquer ses plus criants aspects avec sarcasme et humour. Faire du stand-up, c'est un moyen pour Arthur d'être vu et entendu. I just hope my death makes more sense than my life. Bon, il y a clairement un jeu de mots entre cents, qui représente un centième de dollar, soit presque rien, et cents, qui veut dire sens en anglais. En dehors de la tentative d'humour un peu foirée, je pense que le jeu de mots n'est pas gratuit. Cents, c'est l'autre nom du Penny, et Penny Fleck est la mère totalement ravagée d'Arthur. La folie, c'est aussi une histoire de perspective. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Un fou n'est fou que par rapport à une norme généralement dictée par la société. Si on devait hiérarchiser, on pourrait dire que si Arthur est fou par rapport à la société, il reste tout de même plus lucide que sa propre mère. Je pense donc que le jeu de mots n'est pas innocent. Je pense qu'il aimerait ne pas finir comme Penny, qui est non seulement une victime de la société, mais qui se berce d'illusions. What do you think he's gonna do? He's gonna help us. But you worked for him, what, 30 years ago? Why would he help us? Because Thomas Wayne is a good man. If he knew how we were living, if he saw this place, it would make him sick. Touch my son again, I'll fucking kill you. Ce qui est très particulier, c'est que le paradoxe va jusque dans la structure de l'histoire, parce qu'elle est construite comme celle d'un super-héros. Si tu prends les histoires qui relatent les débuts d'un super-héros, tu retrouves généralement 3 étapes principales. D'abord, tu as les démons du héros, une blessure profonde ou un événement dramatique de départ. Ensuite, tu as le passage à l'action pour se sortir de cette situation. En gros, le héros se rend compte que la trajectoire qu'il prend n'est pas la bonne, et il met des actions en œuvre pour la corriger. Et enfin, il se sert de l'étape précédente comme élan pour se réaliser complètement et devenir le super-héros que le public attend. Vous avez certainement quelques exemples en magasin, monsieur. Batman Begins par exemple. Bruce se sent coupable et en colère de la mort de ses parents. Il décide de partir se confronter à la criminalité pour mieux la comprendre et la combattre, puis rejoint la Ligue des Ombres. Puis il se sert de ce qu'il a appris pour devenir le Chevalier Noir. C'est la même chose pour Superman. Dans Man of Steel, Clark se sent en décalage avec le reste du monde car il ne connaît pas ses origines. Il décide de partir à la recherche d'indices après la mort de son père. Et c'est lorsqu'il retrouve les dernières traces de sa civilisation et du pourquoi il a été envoyé sur Terre qu'il devient Superman. Et si tu regardes de plus près, il faut admettre que Joker respecte aussi cette structure. Considéré comme fou, Arthur est brutalisé, trahi et moqué par la société. Il décide de s'affranchir des carcans de la société en tuant sa mère, Randall et Murray. Il sombre définitivement dans la folie en devenant le Joker. Même si les étapes narratives entre super-héros et Joker se ressemblent, elles existent dans des proportions différentes. Par proportion, je parle de la part que représente chacune de ces étapes dans leur histoire respective. C'est une cote mal taillée, mais j'ai estimé que pour Batman et Superman, on avait cette répartition. On observe que chez les super-héros, l'accent est davantage mis sur le comment le héros devient super-héros, soit la dernière étape. Dans Joker, l'accent est mis sur toute la souffrance et toutes les épreuves qu'il endure. La toute première étape. Autrement dit, nous spectateurs sommes matraqués de scènes pendant lesquelles Arthur est en grande difficulté
au point qu'on soit constamment pris d'affection pour lui. On en revient au syndrome de Stockholm. L'histoire mise sur le capital sympathie pour nous avoir se met le doute en nous et ce sentiment contradictoire de « Oh le pauvre, ah le pauvre, ah le bâtard !» On a beaucoup parlé du moment où Arthur devient le Joker. Mais pas tant que ça du moment où il décide de passer à l'action, la seconde étape. Et ce moment du passage à l'action, donc du moment où le Arthur qui se prend bifle sur bifle met en œuvre des trucs pour reprendre la main sur sa propre histoire, vient d'un moment qui peut paraître assez neutre dans le contexte général de l'histoire. On pourrait d'abord se dire que ça signifie que ça n'ira de toute façon jamais mieux, et que la meilleure solution est d'en finir. Mais d'après moi, le geste a une autre signification. Ce n'est pas toi qu'il faut supprimer, ce qu'il faut supprimer, c'est tout ce qu'il y a en toi qui appartient encore à ce système pourri. Émancipe-toi. C'est d'ailleurs à partir de ce moment qu'Arthur va lancer sa série de meurtres. La première de la série, c'est Penny, sa mère. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a fucking comedy. Penny lui a menti toute sa vie sur ses origines et son adoption. Elle a participé à sa maltraitance et probablement à ses problèmes mentaux. Elle représente un premier aspect de la société, la famille. Ensuite, c'est Randall. Son collègue qui l'a mis dans la sauce en lui filant le flingue très tôt dans le film et qui n'a pas arrêté de se foutre de sa gueule. Not supposed to have a gun. Don't sweat it, Art. No one has to know. And you can pay me back some other time. You know you're my boy. Lui, il représente un second aspect de la société, le travail. Et en dernier, Murray, l'ignoble hôte de talk show qui se moque très ouvertement d'Arthur. Here's a guy who thinks if you just keep laughing, it'll somehow make you funny. Check out this joke. Pour Murray, Arthur n'est qu'un comédien raté, un marchepied qu'il n'invite dans son émission que pour l'audimat. Murray incarne le troisième aspect de la société, le divertissement. Pour moi, ce ne sont pas des meurtres aléatoires. Chacun a blessé Arthur au plus profond de lui par le mensonge, la trahison et la moquerie. On pourrait même se dire que famille, travail et divertissement sont les fondements de nos vies respectives finalement. Et en détruisant ces piliers, Arthur prend la décision de se marginaliser complètement. Il embrasse complètement sa nature profonde si tu préfères. Chaque meurtre participe à sa transition en Joker et son nouvel objectif, installer du chaos dans une société qui croit que les choses sont très bien comme elles sont et qu'elles ne changeront jamais du coup. En sombrant dans le personnage du Joker, est-ce qu'il ne réalise pas son objectif de départ de devenir comédien et star du stand-up ? Je ne sais pas où j'ai entendu cette phrase qui disait un truc du genre « Donnez un masque à un homme et vous verrez sa vraie nature ». Encore très paradoxalement, c'est lorsqu'il porte ce maquillage de clown qu'il est lui-même. Porter le masque d'un clown pour en être réellement un. Si Arthur se transforme enfin en Joker, c'est parce qu'il a compris une chose. Le plus simple, dans un monde sur le point de basculer dans le chaos, c'est d'incarner le chaos. See, I'm not a monster. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être anonyme dans l'accoutrement le plus matu vu qui existe. D'ailleurs, on parlait de super-héros tout à l'heure, mais le super pouvoir du Joker, c'est bel et bien le chaos. L'ultime paradoxe du film, c'est que ce fameux chaos provoqué par le Joker va créer un tout autre monstre. Tout ce que la figure du Joker combat à la fin du film est précisément ce qui va créer son plus grand ennemi. En définitive, la société a fait d'Arthur Fleck le pire criminel qui soit, et le pire criminel qui soit va faire d'un orphelin le plus grand changement de cette société. Joker, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été frappé toute sa vie par la vie et la société et qui décide de rendre les coups. Ce film permet de se mettre dans sa peau pour comprendre pourquoi il emprunte cette voie. Aussi sombre soit-elle, c'est très difficile de ne pas être du côté de sa souffrance. Pas de ses actions, juste de sa souffrance. Il ne s'agit pas de sympathie, mais d'empathie. Il n'est pas question de se ranger du côté de ses idéaux. Ce sont toutes ces nuances qui font du Joker un personnage si bien construit. Un personnage qui sait créer ce paradoxe en nous. En comparaison, et lorsqu'il est apparu, le Joker de The Dark Knight avait déjà réalisé sa transformation. On ne savait ni d'où il venait, ni ce qu'il avait rendu comme ça. Il est arrivé de nulle part en nageant du chaos dans une société très imparfaite, c'est vrai, mais qui commençait déjà à se réveiller. Non seulement ses origines inconnues le rendaient effrayant, mais le capital sympathie qu'on a pu éprouver pour Arthur Fleck n'ont tout simplement jamais pu exister pour le Joker d'Heath Ledger. Non, ce Joker-là, on l'aime pour un tas d'autres raisons, toutes plus tordues les unes que les autres. Souhaitez-vous toujours aborder nos récentes découvertes sur l'Easter egg, monsieur ? Ah ouais,
Merci Liv, j'ai fait oublier. Avec Liv, on tenait absolument à boucler cette analyse avec un petit bonus. C'est un moment du film qui est peut-être passé inaperçu, mais qui nous a semblé super important d'aborder, parce qu'il était en fait un miroir de l'histoire, et qu'il annonçait le second volet, Joker Folie à 2, qui sort en octobre prochain si je dis pas de bêtises. Bon, tu te rappelles ce moment pas très cool où Arthur apprend que Thomas Wayne est peut-être son père. Il décide d'aller le confronter dans un cinéma. C'est le film de Charlie Chaplin, Les Temps modernes, qui est projeté. Et c'est dans ce film qu'il y a le fameux easter egg qu'on te tease depuis le début de la vidéo. Ah ouais, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un easter egg, c'est ce qu'on appelle un œuf de Pâques. En gros, c'est un endroit ou un objet caché dans un film, une série ou un jeu vidéo. Le plus souvent pour faire une référence à une autre œuvre. Par exemple, dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, on retrouve R2-D2 et C3PO de la saga Star Wars, qui a priori n'ont rien à foutre là. Bref, dans les temps modernes, on retrouve des références à Joker, mais également à sa suite, Joker Folie à 2. Enfin, si on est logique, c'est Joker qui fait référence au temps moderne, qui fait lui-même référence au Joker. Les temps modernes, c'est un film de 1936. Ouais d'ailleurs. Et j'ai dû me taper un film de l'entre-deux-guerres pour tes beaux yeux. Et tu sais ce qu'ils ont d'assez unique, les films muets de l'époque ? Ils sont silencieux, monsieur ? Je disais donc que Les Temps modernes, c'est un film de 1936 qui est une critique à peine dissimulée de l'industrialisation et de ce qu'elle provoque dans le traitement des gens de l'époque, la déshumanisation. La société ne considère plus l'ouvrier comme un humain, mais comme un simple outil. Ça alors ? Le dédain d'une société pour son peuple. Charlie Chaplin incarne un ouvrier d'usine qui marque sa différence avec les autres par sa personnalité fantasque et décalée et qui galère à trouver sa place dans un monde qui se modernise. Bon, là aussi, Charlie Chaplin est égal Arthur Fleck, mais t'avais capté les bails. Il va incarner malgré lui le symbole de la lutte des classes inférieures, tout comme Arthur en tuant les 3 employés de Wayne Enterprise dans le train. The rich, Thomas Wayne. That's what this whole thing is about. The whole system. Le peuple considère le clown comme un symbole des classes inférieures contre les plus aisés. Finalement, l'ouvrier ne trouvera sa véritable place que lorsqu'il sera sur scène devant un public. Il improvise une chanson en charabia devenue culte. Exactement comme dans Joker, où Arthur trouve sa véritable voix en incarnant le clown, symbole de la revendication et du chaos. Mais ce qui me frappe le plus, c'est ce que les temps modernes annoncent, le second volet, grâce au personnage secondaire de la gamine, la partenaire de crime de Charlot, tout au long du film. Elle va le suivre, l'épauler et partir avec lui. À eux deux, ils feront les 400 coups. Et dans leur complicité, dans les thématiques qui les rassemblent et le décalage avec leur époque, ça me rappelle assez Harley Quinn et sa relation avec le Joker. Sans parler de la toute dernière scène du film, qui n'est pas sans rappeler la scène finale du Joker. C'est tout ce qu'on avait à dire sur l'excellentissime Joker et sur l'ouverture vers le second volet qui sortira en octobre. N'hésite pas à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses, à t'abonner pour faire partie du gang et à commenter pour échanger. On se retrouve très vite, mais d'ici là, prends soin de toi.